est-ce que selon toi, il y a une existence de forme de vie non physique après la mort? Ah bah bien sûr. Bah, c'est pas selon moi. Moi, au départ, quand j'étais fait mes études de médecine, la mort, c'était la mort, point final. Le cerveau, quand il se dégradait, puisque c'était lui qui était censé produire la conscience, ben voilà, la conscience n'existait plus. Et puis, à force de lecture, de rencontres, de colloques, d'expériences personnelles aussi, je suis que la conscience n'était pas dépendante du cerveau, n'était pas produite par le cerveau. Le cerveau, comme je disais tout à l'heure, la filtrait. Euh, c'est comme un poste de radio qui aurait des capacités de réception seulement de quelques chaînes, et puis que quand on est dans un état élargi de conscience, on augmente l'antenne, on augmente les chaînes qu'on reçoit et on a beaucoup plus d'informations. Donc, je disais ça pour rapport tout à l'heure, l'état élargi de conscience, simplement, on va capter plus de programmes de ce qui est en l'air. La conscience ayant une fonction dite négantropique, c'est-à-dire qu'elle introduit de l'information, de l'harmonie et de l'ordre. Donc, elle est propice à la vie. Et le contact avec la conscience ramène de l'information, de l'énergie dans les systèmes. Donc, ça, c'est pour l'élargissement de la conscience. Mais revenons à nos moutons. Euh, on va dire que donc, le cerveau n'est qu'un récepteur émetteur qui transmet les ordres de la conscience au reste du corps. Il lui donne des informations, il synthétise avec ses organes d'essence des informations terrestres. La conscience en prend connaissance, elle redispatche des ordres, entre guillemets, et sa volonté au reste du corps. Donc le cerveau n'est pas le chef d'orchestre. C'est un exécutant, c'est un peu plutôt le Premier ministre. Le président, c'est la conscience, on va dire. Et il y a beaucoup maintenant de modèles tirés de la physique quantique, tirés des sciences de la conscience, qui montrent ça, que la conscience est première et la matière et l'énergie sont secondaires. C'est l'inverse de ce que dit le matérialisme, qui dit la matière est première et la conscience n'est qu'un épiphénomène finalement, Exactement. peut-être à visée évolutive, qui émerge de la matière, on ne sait pas comment d'ailleurs, ils n'ont jamais pu le montrer, le hard problème, comme dirait Chalmers, de la conscience. On ne sait pas comment des neurones peuvent créer quelque chose d'aussi complexe que la conscience, d'aussi unique, d'aussi merveilleux. Et c'est pas par des décharges électriques, hein. Ça, ils n'ont jamais pu le prouver malgré des milliards de dollars de recherche et des dizaines d'années de recherche. Donc maintenant, on se rend vraiment vers un modèle où le cerveau n'est qu'un exécutant et les programmes qu'il capte, c'est pas lui. Quand le cerveau meurt, les programmes, quand le poste de radio meurt, c'est-à-dire qu'il est cassé, les programmes existent toujours, hein. Simplement, on ne peut plus les capter avec le poste de radio. Et si la conscience se met ensuite dans ses corps subtils, corps émotionnel, corps mental, qui eux persistent après la mort, gardent une individualité, c'est pour ça que les contacts avec les défunts, que ce soit spontané ou par médium trié sur le volet, étudié en laboratoire, ou par ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Bref, différentes méthodologies, les contacts sont toujours avec des entités qui ont encore gardé certains traits de leur personnalité, certains types de langage, certains traits de comportement, ils ont simplement un peu changé par la mort. Donc oui, bien sûr. Moi, j'ai fait plusieurs livres là-dessus, hein. J'ai fait Expérience extraordinaire autour de la mort, Oser parler de la mort aux enfants. Et là, pour Larousse, l'éditeur Larousse, va sortir en avril justement un livre sur pourquoi ne plus craindre la mort, enfin les preuves scientifiques, c'est-à-dire il y a des questions-réponses sur ce qu'est la mort, qu'est-ce qui peut se passer. Puis ensuite, il y a des réponses scientifiques, c'est-à-dire les travaux sur ce que j'appelle les expériences périmortelles, c'est-à-dire juste avant la mort, ce qu'on appelle les deathbed vision, vision des agonisants, ou near death awareness, conscience accrue à l'orée de la mort, où les gens voient des paysages célestes, des défunts de leur famille venir les chercher, les accompagner, ça les soulage beaucoup. Ça, c'est juste avant. Après, pendant la mort, il y a ce que décrivent les gens qui font des expériences de mort imminente, avec la sortie du corps, la lumière, les trous de lumière. Après la mort, il y a les contacts avec les défunts, spontanés, par médium ou par technique comme l'hypnose de MDR ou par transcommunication instrumentale. Bref, eh ben, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie ces différents phénomènes, tous convergent, mais vraiment de façon très cohérente, comme si c'était un diamant à plusieurs facettes et que chaque approche est une facette, mais qui représente le même diamant. Et donc, ça, en convergeant, chaque élément crée un effet de preuve très important. C'est-à-dire que toutes ces expériences ne peuvent être interprétées, si on ne veut pas couper les cheveux en quatre et dire n'importe quoi, elles peuvent être expliquées par le principe du rasoir d'Occam qui dit que quand on a plusieurs façons d'expliquer, plusieurs hypothèses possibles, il faut prendre scientifiquement celle qui est la plus simple et qui explique le plus de faits. L'hypothèse la plus simple et qui explique le plus de faits constatés lors de ces expériences expérimentales, c'est la conscience indépendante du cerveau et donc survient la mort du cerveau. Il y a comme ça qu'on peut expliquer tout. C'est aussi le principe du fagot. Le principe du fagot, c'est quoi? C'est qu'une brindille, on peut casser facilement. Mais si tu réunis une centaine de brindilles en fagot, et
puis qu'après tu essaies de casser, tu ne peux plus. Et bien, tous les éléments qui convergent, qui disent tous, qui montrent tous la même chose, le même phénomène d'une conscience indépendante du cerveau, se retrouvent avec ces expériences expérimentales. Donc, ce n'est pas une question de croire, c'est une question de savoir. D'ailleurs, quand on demandait à Jung, le psychanalyste, psychiatre psychanalyste suisse, élève de Freud, puis ensuite qui était dissident, Jung, ou bien quand on demande à Kubler-Ross, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après la mort? Les deux disaient, je ne crois pas, je sais. Et maintenant, on sait scientifiquement qu'il y a 99,99% de chances que la conscience perdure après la mort du cerveau. Alors, on garde toujours 0,1% de… Parce qu'il faut… En science, les choses peuvent changer, donc il ne faut jamais être absolutiste comme ça. Mais quand même, là, celui qui ne veut pas voir, c'est qu'il ne veut vraiment pas. Soit il est de mauvaise foi, soit il ne sait pas lire, soit il ne veut pas lire, mais c'est pas… Oui, mais c'est vrai que souvent les sceptiques ne se sont pas vraiment intéressés aux questions. Non, parce qu'on dit pour le sceptique, aucune preuve n'est suffisante. Et pour le croyant, aucune preuve n'est nécessaire. Ben nous, on n'est ni sceptiques ni croyants. Quand je dis nous, les scientifiques post-matérialistes, c'est-à-dire qui dépassent le matérialisme pur et brut, qui est un modèle qui est faux maintenant, qui est montré. Donc les chercheurs post-matérialistes qui vont devenir le mainstream, le courant dominant dans les sciences, c'est en train de le devenir. Le matérialisme est en train de mourir. Et le post-matérialisme, justement, basé sur la conscience et ses propriétés, est en train vraiment de gagner du terrain de partout. C'est énorme. Donc, les post-matérialistes vont dire non, maintenant ça va, quoi. On peut, avec un doute raisonnable, faire l'hypothèse que la conscience ne meurt pas après la mort du cerveau. C'est plus une question de croyance maintenant. Tout à fait. Alors, justement, est-ce qu'il existe ou est-ce que tu as déjà entendu parler de techniques qui permettraient de communiquer justement avec ces énergies subtiles? Ah, bien sûr. Bah, par exemple, il y a Philippe Roux aux éditions Entre Daniel cette année, en début d'année, qui a sorti un livre qui s'appelle 6 méthodes pour communiquer avec les défunts. Il y a différentes méthodes d'hypnose, hypnose d'humanisme, hypnose de régression dans les antérieurs, hypnose spirituelle. Il y a le MDR qui peut faire ça. Il y a la méthode Botkin qui permet d'être son propre médium et de contacter son propre défunt. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme méthode? Il y a une méthode chamanique. On peut apprendre dans le chamanisme, après c'est un apprentissage, c'est pas tout le monde qui peut le faire tout de suite. On peut apprendre à faire des voyages pour contacter les défunts. Mais c'est vrai que le chemin le plus court en général, le plus facile, quand on ne veut pas utiliser ces méthodes, c'est d'aller voir un médium, mais un vrai médium, c'est-à-dire qui a été reconnu, testé, validé, etc. Alors, aux États-Unis, ils ont, parce que comme ils font des recherches pour montrer que l'existence de la médiumnité et son efficacité, ils ont des catalogues où ils ont testé, reconnu des médiums, ils ont validé leur connaissance, fait qu'ils ne trichaient pas, qu'ils étaient honnêtes, machin. Donc, il y a une sorte de répertoire où les gens peuvent aller puiser pour se dire non, je ne veux pas consulter une madame Mirama du coin qui fait uniquement de la tricherie, lecture froide, qui essaie de deviner en fonction de nos réactions, en fonction de notre âge, qu'est-ce qui peut bien pu nous arriver, et puis qui, en fonction de nos réactions, va valider un truc. Non, ça a été éliminé parce que les gens, ils ne se voient pas. Non, tu ne vois pas le consultant, il sait à peine, il ne sait même pas qui il est, même pas son prénom. Et c'est quelqu'un qui pose des questions à la place du consultant, reçoit les réponses et les transmet au médium, etc. C'est-à-dire, il ne peut pas tricher, quoi. Il ne peut pas deviner non plus. Il y a beaucoup d'études là-dessus qui ont validé la médiumnité quand même. On ne le sait pas en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est sûr. Il y a des livres qui commencent à être traduits, notamment le livre de Gary Schwartz, qui montre bien ça. Julie Béchel aussi, c'est une autre figure de proue de l'étude de la validité des médiums aux États-Unis. Elle a des livres en anglais, je ne sais pas si c'est en français. Enfin, bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, oui, qu'il y a des méthodes, bien entendu. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a 25% de contact spontané avec les défunts dans la population générale. C'est-à-dire quand quelqu'un de ta famille meurt ou un ami ou quelqu'un qui t'était cher de cœur, tu as une chance sur 4 qu'il y ait une apparition visuelle ou auditive ou une sensation de contact ou tactile ou l'odeur ou la musique ou des appareils électroménagers qui se ferment sans que tu fasses rien quand tu penses aux défunts. Enfin, il y a plusieurs manifestations de la présence des défunts qui se font et qui ont été cataloguées. Il y a même des études sur plusieurs milliers de personnes, par exemple les études des époux Guggenheim. En anglais, c'est Hello from Heaven, ça veut dire bonjour du paradis. Ça a été traduit en français, hein, Guggenheim, Guggenheim.
H-E-I-M, Guggenheim. Mais il y a une typologie, c'est-à-dire la phénoménologie des contacts avec les défunts qui est universelle partout dans le monde, pareil. Ça dépend ni de l'âge, du sexe, ni de la catégorie socio-économique, ni de la croyance ou pas en quoi que ce soit. Ça se fait dans 25% des cas. Souvent chez des gens qui n'ont pas cherché et qui n'y croient pas du tout, hein. Et en dehors d'une dépression ou de regarder parce qu'ils sont déprimés, donc le cerveau a besoin de créer l'image de l'autre pour moins déprimer. Non, pas du tout. Souvent, ça peut être à distance quand la personne n'est plus déprimée du tout, pense plus aux défunts qui sont contactés. Donc c'est très intéressant ces choses-là. Mais les gens n'osent pas en parler. Et parce qu'ils se disent, si je parle de ça, mais on va me traiter de soit de mytheux, C'est soit ça. de cinglé, quoi. Ça va se terminer, on va se moquer de moi. Voilà. Mais les enquêtes épidémiologiques montrent que 25%. Et si c'est les époux qui meurent, c'est 50%. Ça monte à 50%. C'est énorme.